à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Donc Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc notre actualité cette semaine, Christian Dubé, qui est ministre de la Santé et des Services sociaux, a tenu une conférence de presse plus tôt cette semaine pour annoncer que les résidents en CHSLD, RPA et ressources intermédiaires devront avoir une troisième dose du vaccin de la COVID-19. Le maire de Lanoret, M. Gérard Jean, a décidé samedi dernier de poser une nouvelle signalisation et de peindre une traverse piétonne pour l'intersection Chemin de Joliette et l'avenue des Tilleuls. Nous en parlions avec lui. CTRB a organisé des portes ouvertes dans le cadre des Journées de la culture et où il y a aussi la Corporation de patrimoine de Berthier qui a souligné quant à eux les Journées de la culture en présentant le trio Lestran ainsi que la poétesse Isabelle Miron. D'ailleurs, le 17 octobre prochain, Camille Émaille, Bernard Falaise et Stéphane Diamantakiou seront en spectacle à la chapelle des Cubaires. Nous parlons avec Philippe Cyr-Pétier des différentes activités, des différents spectacles à la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Place aux jeunes, Lanaudière a dévoilé sa programmation 2021-2022 le 22 septembre dernier au Musée d'art de Joliette. Nous vous annoncions la semaine passée une nouvelle activité au Centre d'action bénévole d'Autré qui se nomme S'amuser au musée, qui sera présentée par Paul Boudreau. Nous vous présentions donc un rappel de cette activité ainsi qu'un extrait de la première conférence qui a été donnée. La 9e édition du tournoi de golf du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie a eu lieu la semaine dernière au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Donc, bonne émission à vous! Alors, peut-être commencer par quelques mots sur la situation épidémiologique. Alors, parce qu'on l'a vu dans les derniers jours, on s'en est tous rendu compte, puis on pense que c'est quand même une bonne nouvelle. On a atteint un certain plateau. Vous allez voir encore avec les résultats, là, on le voit. Et nos experts en santé, donc ce matin, il y a eu une publication de nos gens de l'INSPQ qui montre aussi une stabilisation du côté des hospitalisations. Encore une fois, je pense que c'est une bonne nouvelle. Par contre, le nombre de cas, on le voit dans certaines régions, par exemple Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, il y a quand même des cas qui continuent d'augmenter. Puis le docteur Arruda me faisait remarquer aussi dans les derniers jours, là, les cas qui continuent d'augmenter dans les 0-11 ans, particulièrement parce que ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, les cas dans les écoles. Je le rappelle que les gens qui rentrent à l'hôpital sont malheureusement des gens qui tombent malades, mais c'est ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Par contre, je veux qu'on reste prudent parce que je dis que c'est des bonnes nouvelles puis qu'il y a un plateau, mais on l'a vu lors de la deuxième vague, puis qu'on avait eu un plateau à la mi-septembre. Et après ce plateau-là, il y avait eu une augmentation importante des cas et des hospitalisations en ce moment. C'est très difficile de comparer la deuxième vague et la quatrième vague, mais moi, je voudrais juste qu'on reste prudent avec le plateau qu'on a en ce moment, parce qu'on a une situation qui est différente. Oui, il y a la vaccination en ce moment, qu'on n'avait pas dans la deuxième vague, mais il y a le variant qui est aussi beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut qu'on reste prudent, parce que là, on le voit, là, on est rendu à la mi-septembre, les froids vont arriver, les gens vont rentrer à l'intérieur, puis on le sait, que les contacts n'ont pas le même impact lorsqu'on est à l'intérieur. Donc, je veux qu'on reste prudent. La pression pour moi sur les hôpitaux a continué d'être là. Vous l'avez vu, là, ce matin, on a quand même presque une trentaine de cas supplémentaires qui sont rentrés dans les hôpitaux. Puis c'est à peu près une moyenne là, qu'on voit depuis quelques jours, d'environ 25 cas en moyenne d'entrée. On réussit à avoir des sorties à peu près équivalentes, mais c'est quand même à chaque jour 25 cas qui viennent. Puis, je le répète, tannant avec ça, vous êtes tanné de m'entendre, mais les non-vaccinés ont 30 fois plus de chances de rentrer à l'hôpital et ultimement d'aller aux soins intensifs. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. L'annonce d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle maintenant la troisième dose. L'annonce d'aujourd'hui, si on regarde les dernières semaines, on voit qu'on recommence à avoir des éclosions dans ce qu'on appelle nos milieux de vie. Je sais que vous connaissez bien la terminologie, là, nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, nos RPA, ce qu'on appelle
nos ressources intermédiaires et de type familial, les RI, RTF. C'est un jargon que tout le monde connaît maintenant, mais je le répète de temps en temps. Puis je dis, malgré un excellent taux de vaccination, puis je ne remercierai jamais assez les Québécois d'avoir le taux de vaccination qu'on a aujourd'hui, mais malgré ce bon taux de vaccination-là, dans le dernier mois, on est passé d'à peu près une dizaine de cas actifs, donc au début de septembre, puis on a maintenant 140 cas actifs dans nos CHSLD, dans nos RPA et dans nos RITF. Je dirais que c'est rien de dramatique, mais si on veut rester en avant de la parade, si on veut être certain qu'on n'échappe pas à la situation dans nos résidences de milieu de vie, il faut poser un geste. Puis, en se basant sur les recommandations du comité d'immunisation, la santé publique, l'équipe du Dr Arruda, a pris une décision administrative qu'on vous annonce, là, le document va être prêt cet après-midi, d'administrer une 3e dose aux gens qui sont dans ces milieux de vie, là, CHSLD, RPA et RITF, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité vaccinale après un certain temps. On l'a vu dans d'autres pays aussi. Et c'est encore plus important d'agir parce que ce sont, on l'a toujours dit, des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, ce qu'on veut donner à ces gens-là, c'est la meilleure immunité possible, le plus rapidement possible, étant donné le variant. Et donc, ce qu'on va faire, je pense que les gens vont se rappeler, on veut profiter de la campagne de vaccination qu'on fait habituellement à l'automne pour les autres virus. Puis, je pense notamment à la question de l'influenza. Donc, la recommandation de la santé publique dit que l'intervalle entre la 2e dose et la 3e dose doit être d'environ 6 mois. Okay? Je vous rappelle que nos personnes vulnérables, CHSLD, RPA, ont été vaccinées entre mars, avril. On pourrait dire que c'est les 2 principaux mois. On a fait la 2e dose. Donc, on n'a aucun enjeu de respecter le 6 mois d'intervalle parce que du coup, ces 3 catégories de personnes-là ont été vaccinées en mars-avril. Donc, de les vacciner vers la fin d'octobre, c'est ça qu'on a demandé à l'équipe de M. Paris ici, de mettre tout en place, la logistique, Dieu sait qui connaît ça, pour qu'on soit capable de faire une 3e dose à la fin d'octobre, mais d'en profiter parce que les gens dans les CHSLD, vous savez, ils ne peuvent pas se déplacer. On va faire un peu une campagne de vaccination. Comme on avait fait, on va dans les RPA et on vaccine les gens sur place et on en profitera pour faire la vaccination pour l'influenza. Je tiens à vous le dire à l'avance parce que je suis certain que vous allez nous poser la question. Qu'en est-il pour les autres personnes âgées? Pour le moment, il n'y a pas de recommandation spécifique parce que, premièrement, et Dr Arruda pourra répondre, il n'y a pas de situation épidémiologique qui le justifie, mais je le rappelle, on s'ajustera aux besoins, mais pour le moment, ce sont que pour les personnes qui sont dans ces 3 catégories. Pour terminer, je voudrais vous faire un peu le point sur le recrutement, ce qu'on a annoncé jeudi dernier. Bon. Je veux revenir en fait sur cette offensive-là pour non seulement retenir notre personnel, mais comme on l'a mentionné avec le premier ministre, là, aller recruter des nouvelles personnes. Je veux dire que j'ai eu une excellente réaction de nos PDG puis de nos équipes ici. Je pense que vous l'avez vu, là, déjà il y a plusieurs PDG qui se sont mobilisés, qui ont contacté des personnes. Je le répète parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les montants en cause, etc. Notre objectif, il est très, très clair. C'est d'offrir une meilleure qualité de vie à nos professionnels et, je le répète, d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Je veux qu'on prenne soin de nos employés comme, en fait, le premier ministre l'a dit, qu'ils prennent soin de nous. Et ce que je vais faire au cours des prochaines semaines, rapidement,
je vais vous tenir informé de comment va l'engagement des personnes. On a eu quand même beaucoup d'appels qui ont été faits. Il faut se donner un petit peu de temps de réaction pour voir comment on a de personnes qui vont s'ajouter à nos équipes. Ça fait depuis 2015 qu'on talonne le ministère des Transports. En 2015, on avait demandé en premier des panneaux d'arrêt. Okay. Qu'en bout de ligne, ils ont refusé parce qu'ils disaient que c'était trop proche de Notre-Dame. Pourtant, il y a quand même une très bonne distance entre Notre-Dame. J'avais beau leur expliquer que on rentre dans le noyau urbain, donc ça serait important d'avoir des stops là, surtout qu'on a le chemin qui vient du centre sportif, qui relie les deux quartiers résidentiels. Il y a la pharmacie, l'épicerie du village, fait que tout le monde passe par là. Et puis, à la fin de compte, on nous refusait. Je suis revenu à la charge à plusieurs reprises. J'ai eu des rencontres avec M. Thibault, on est allé sur le terrain, on a regardé. Puis là, eux autres nous disaient, on va regarder ça, on va étudier ça. En 2020, on a fait une nouvelle demande. Okay. Et puis, encore une fois, en 2021, le 13 mars, j'ai eu une rencontre qui a duré 2 heures avec le ministère des Transports. Okay. Il y avait M. Thibault, le directeur régional de Laurentides-de-la-Naudière, puis il y avait les gens là, de Joliette qui étaient là. Puis j'avais aussi les 2 attachés politiques de Mme Blou qui étaient à cette rencontre-là. Puis ça devenait évident là, parce qu'on a d'autres demandes pour des travaux de piétons, puis on a la piste cyclable, on a beaucoup de demandes au ministère des Transports, puis ça n'avance pas. Fait qu'en fin de compte, à un moment donné, là, je me suis dit, moi, là, je vais finir par le faire moi-même. Puis là, ben, en fin de compte, le 8 septembre, j'ai envoyé une lettre au chef à Joliette, M. Guy Veillette, l'informant que, écoutez, vous le savez, ça fait longtemps que ce dossier-là traîne. Moi, je n'attendrai pas que l'irréparable se produise. Donc, je vais attendre le 23 septembre. Si on n'a pas eu d'autorisation ou que la traverse n'a pas été faite, je vais l'instaurer moi-même. Okay. Et puis, en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Pourtant, j'avais mis le cabinet du ministre François Bonnardel en copie conforme, okay. Ainsi que son attaché politique, et Mme Blou, ainsi que ses attachés politiques. Et puis, tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est qu'on avait transféré mon dossier à Laurentides-de-la-Naudière, la direction de Laurentides-de-la-Naudière. Okay. Je n'ai pas eu d'autres communications que le ministère des Transports. Donc, le 24 au matin, je n'ai pas pu respecter ma parole, il pleuvait. Oh. Je l'ai fait samedi matin. Ouais, le 25, c'est ça, on a vu des images de vous en train de peinturer. Effectivement. Puis, oui, j'ai fait la traverse, j'ai mis 2 arrêts obligatoires parce que je ne voulais pas non plus que ce soit dangereux en faisant seulement une traverse et puis que les gens s'attendent à ce que les autos arrêtent. D'ailleurs, c'est ce que m'emmenait comme argumentaire. Puis ça venait renforcer l'idée que ça prend des arrêts obligatoires à cette intersection-là. Puis, à fin de compte, j'ai fait les 2 comme ça, on va être sécuritaire. Mais là, ils ont enlevé mes arrêts obligatoires ce matin. J'ai eu un appel justement ce matin d'une citoyenne qui est non-voyante. Et puis qui me disait que, bon, premièrement, elle me félicitait pour l'action, mais elle me disait qu'elle va entreprendre de quoi avec le ministère des Transports et puis son association, parce que ça n'a comme pas de bon sens. Là. Tous les citoyens, mais d'ailleurs, c'est sûr que quand on fait une action de même, on se pose quand même des questions. Je suis quand même maire de ma municipalité, puis c'est sûr que je me dois de respecter les lois, mais à un moment donné, quand ça ne bouge pas, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est ce que j'ai fait. Exact, ça fait quand même 6 ans. Comme je sais, c'est sûr que ça prend une conformité dans toute la réglementation, routière, la signalisation routière. Mais à un moment donné, je veux dire, moi, si j'engage un ingénieur pour me construire une maison, il ne me dira pas que je ne suis pas capable. Il va me construire comme j'ai besoin, avec les normes qui existent. On s'attend à la même chose des ingénieurs du ministère des Transports. Exact. Puis là, c'est ça, vous avez dit, en fait, dans la nuit, je crois, de samedi à dimanche, ils ont recouvert les panneaux, puis ils ont enlevé ce matin. Mais là, la traverse piéton est encore... Elle est encore là ce midi, en tout cas. OK. Effectivement, mais ils ont enlevé les panneaux d'arrêt, puis ils ont recouvert, oui, à 11h06, si je ne me trompe pas. OK. C'est une citoyenne qui m'a écrit. Là, vous attendez des nouvelles du MTQ, mais est-ce qu'il va y avoir une suite? J'espère qu'il va y avoir une suite. J'espère. J'attends les nouvelles du ministère des Transports.
Bon, on ne m'a pas encore contacté. J'imagine, moi, mercredi, je pars pour Québec parce que c'est le congrès de la Fédération québécoise des municipalités en fin de semaine. Je vais peut-être, je ne sais pas, ça arrive que le ministre va venir à nos rencontres à la FQM. Okay. Ça peut arriver que je puisse rencontrer le ministre ou le premier ministre parce que M. Legault, généralement, il est à notre congrès. Okay. Donc, si je suis capable de reparler là, je vais essayer de faire en sorte que les choses avancent. C'est pour ça que là, ce que j'ai fait, comme j'ai expliqué à mes citoyens, parce que je ne veux pas non plus que ça dérape. Je veux dire, moi, je voulais qu'on entende qu'on a des besoins du ministère des Transports. Je pense que je ne suis pas le seul dans le travail des municipalités au Québec qui a des problématiques semblables avec ce ministère. Je suis à la guitare, clavier et voix. Ce soir, on a Isaiah Ceccarelli qui est à la batterie et aux percussions et David Simard qui joue une panoplie d'instruments. Oui, on a vu, oui, c'est très intéressant. Donc, la viole d'amour, le violon et le yuiko, qui n'est pas le moindre, là, qui est une lyre finlandaise. Ah. Et c'est quoi votre genre de musique, justement? C'est quoi vous faites comme recherche? C'est un métissage de musique traditionnelle, contemporaine et jazz. Et puis là, la musique qu'on fait ce soir, c'est tout au service de la poésie d'Isabelle Miron et tout relié par la thématique de l'estran, qui est l'espace qui est animé par les marées basses et hautes, donc tout dans l'imaginaire du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Ça existe depuis combien d'années? Ça fait 3 ans qu'Isabelle et moi on s'est rencontrés, puis qu'on a commencé à travailler sur le projet. Au départ, ça a été une rencontre en poésie, en musique, puis on a travaillé à 2, puis là on le déploie cette année avec le trio, puis ça va prendre la forme d'un livre, donc livre de poésie avec des compléments de partition, puis de journal de composition, puis le journal de notre éditeur aussi, qui est un artiste imprimeur, puis la forme d'un disque aussi qui va paraître. On parle de disque, on parle de DVD ou vraiment un vinyle? Un vrai disque. Un vrai vinyle comme on dans des années et tout. Bon. Vous êtes de la région aussi, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis de Sainte-Béatrix. Puis, on fait ça avec un organisme musical du coin qui s'appelle Conte de Brume. Okay. Puis, avec le partenariat de la Chapelle des Cubains. Vous êtes ici à la Chapelle des Cubains, vous êtes artiste, poète et tout. Est-ce que ça vous inspire un endroit comme ça ici? J'espère que ça inspire tout le monde parce que c'est tellement magnifique. OK. Vous parlez de quoi ce soir? Vous parlez du fleuve, mais avez-vous des sujets particuliers? C'est vraiment le rapport qu'on a au fleuve, avec les éléments, avec le vivant, donc une relation. Je vais essayer de déployer une relation avec le vivant, le fleuve. Donc, on s'attend que vous vous interpellez pendant la musique, vous lisez des poèmes, des choses comme ça, ou c'est vraiment comme séparé là, comme présentation? On va alterner. Je vais lire des poèmes, ensuite le trio va faire la musique, ensuite je vais continuer avec des poèmes, comme une vague en fait. Et notamment, on parlait d'un projet de disque, mais avez-vous d'autres choses aussi à l'horizon en termes de projet? C'est sûr qu'avec ce projet de livre d'art disque, livre recueil de poésie d'art disque, on va peut-être refaire un autre truc.
Exactement. Tu as passé une belle été? Contente de t'été, de ton... On a eu une très belle été, ça a fait du bien. On a pu recevoir des gens à la chapelle. On a eu justement un concert la semaine dernière. Ça faisait du bien là, d'avoir des gens puis des activités. Puis des belles expositions, les gens ont apprécié et tout. C'était vraiment une belle saison. Belle saison. Et tu as un extra pour, on pourrait dire, un rappel là, pour terminer la saison. Raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé, là, parce que c'est une proposition que tu t'attendais pas, je pense, là, que c'était fait offrir. Non, c'est ça. Bien, depuis, dans le fond, depuis le début de l'année 2021 l'organisme, on a créé des liens avec un autre organisme de la Naudière qui s'appelle Cornes de Brume. C'est un organisme qui sont vraiment spécialisés justement en diffusion musicale, d'art sonore, tout ça. Et donc là, on a reçu cette année un concert de cet organisme-là. On a reçu un artiste aussi qui est associé avec cet organisme-là qui nous a fait l'exposition d'art sonore, Thibaut Quinchon, dans les Combles. Et puis là, justement, ils nous ont proposé, eux, ils sont associés avec une série de concerts qui s'appelle Québec Musique Parallèle. Et on va recevoir le 17 octobre, c'est une performance, improvisation musicale avec la percussionniste française Camille Émaille, Bernard Falaise et Stéphane Diamant-Takiou, qui est justement un membre de l'organisme Cornes de Brume là, à Joliette. Et les deux autres artistes, ils font quoi comme instrument? Camille Émaille, elle est percussionniste. Bernard Falaise, il est guitariste. Et Stéphane Diamant-Takiou, lui, c'est la contrebasse. Okay. Donc, ça va être encore un concert, un spectacle style jazz, style contemporain. À quoi il faut s'attendre? Non, c'est ça, c'est une musique plus actuelle. Puis ils vont vraiment, ce qui est intéressant avec cette proposition-là, c'est qu'ils vont vraiment s'adapter au lieu, nous faire une proposition qui va être en accord un petit peu avec la chapelle, avec la sonorité, avec l'environnement. Donc, ils s'inspirent, c'est improvisé, c'est de l'improvisation. Ah, c'est très, très bien. Ouais. Donc, ça va avoir lieu le 17 octobre, c'est bien ça? Le 17 octobre à 20h. On peut acheter les billets au coût de 10 $. Les places sont limitées. Il n'y a pas grand monde qui rentre dans la chapelle. Là. On peut rentrer une quarantaine de personnes maximum en fonction des règles de la santé publique. Les billets sont disponibles sur notre site Internet. Au coût de 10 $. Au coût de 10 $, et c'est vraiment une performance, on pourrait dire, immersive. Là. Parce que les gens sont... Tu côtoies les musiciens, tu côtoies... Exactement, on est vraiment une proximité avec les musiciens. C'est ça qui est beau à la chapelle aussi. C'est très, très, très intime. Puis c'est une performance, donc c'est quelque chose qui va se produire une seule fois à ce moment-là, puis ça ne sera pas reproduit non plus, donc c'est à ne pas manquer. C'est ça. Puis c'est une belle nouvelle tendance, justement, on pourrait dire à la chapelle, de proposer quelque chose qui sort un petit peu hors du commun, qui est un petit peu plus... comment je pourrais dire ça, expérimental. Oui. C'est la troisième fois, là, parce que l'an ça. passé, tu as eu quand même un très bon contrebassiste, tu as eu justement Cornes de Brume, puis là, tu vas voir eux autres. Oui, donc dans le fond, l'idée, c'est d'animer la chapelle, le musée, qui est un site patrimonial, de l'animer, de faire venir des gens chez nous, puis de sortir un petit peu du cadre peut-être un peu plus linéaire, fermé de l'histoire, puis de s'éclater, puis de dire, OK, bien, on a un bâtiment patrimonial qui a au-dessus de 300 ans, mais on fait quelque chose de contemporain puis d'actuel avec. Ça permet à des gens qui sont jamais venus à la chapelle de venir découvrir le site qui est merveilleux et Exactement. tout. Donc, c'est bien. Donc, ça termine la saison avec cette activité-là au mois d'octobre. Oui. Par la suite, bien, tu prévois réouvrir au mois de juin. Là. On va parler des spectacles du 30 septembre. Donc, c'est Carla Blanc et Robert Robert. Oui, exact. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai parlé justement d'un spectacle de notre série Coup de cœur qui est présenté par le Family Prix Mélanie Boulanger. Alors, cette semaine, on vous en présente un autre. C'est un plateau double encore une fois. Alors, on a l'artiste Carla Blanc et il va être suivi de Robert Robert. Alors, Carla Blanc, c'est un multi-instrumentiste. Son nom, c'est Charles Lavoie. Puis, il se glisse dans la peau du personnage Carla Blanc. Ça l'a donné l'album Wonderful, qui est en fait un docu-fiction qui suit en fait la rencontre amoureuse et la montée du désir de Carla et de sa fiancée Lola. Lolo, pardon, je ne veux pas la dénommer. Donc, les thèmes de cet album-là, évidemment, c'est célébration de l'amour, du désir, l'engagement et aussi du respect envers l'autre. C'est dans un univers narratif.
C'est des textes sexy, mais sans être trop racoleurs. Et musicalement, ben, on parle d'un fond de R&B, de hip-hop et de pop aussi. Donc, ça s'écoute vraiment très bien, c'est léger, puis ça va faire sourire sans aucun doute. Et donc, il va être suivi par l'artiste Robert Robert. Lui, c'est un compositeur de musique électronique, DJ montréalais, qui s'est fait connaître sur la scène house locale et internationale aussi. Puis à travers toutes ces années d'expérience musicale, il a rencontré plusieurs personnes, des personnes qui l'ont inspiré puis qui l'ont encouragé à composer dans sa langue maternelle. Donc, il s'est mis à faire ses propres chansons, ses propres textes. Qui s'inspire de sa propre vie, la vie de ses amis, puis il essaie de transformer le morose en positif, le laid en léger. Il a fait tout ça chez eux du quartier Villeray, et d'ailleurs l'album s'appelle Silicon de Villeray, ce que je trouve très drôle. Et il y a des gens, en écoutant la musique, qui peuvent qualifier la voix de un peu blasée, tout ça. Mais ce qu'il nous explique, c'est que comme il a tout enregistré ça chez lui, il enregistrait les voix dans le micro de l'ordinateur. Puis comme c'était comme trop fort, il devait chanter tout doucement pour que ça sonne bien. Puis ça a comme donné l'ambiance aussi à l'album, du coup. Alors, encore une fois, je pense que c'est un match de deux artistes, là, vraiment, qui vont nous donner envie de hocher la tête, puis qui vont nous faire donner un petit sourire en coin là, tout au long de la soirée. Ça, c'est certain. C'est le même concept, c'est 25 $, pour le spectacle. Et puis, vous pouvez profiter de la promotion puis de choisir un deuxième spectacle pour le même prix. Ben, c'est ça, c'est un 2 pour 1 finalement. Oui, c'est ça. Puis, je rappelle aussi que c'est des spectacles qui sont disponibles en web diffusion. Donc, on a commencé ça évidemment pendant la pandémie. On a les équipements. Et puis, c'est 15 $ au lieu d'être 25 pour un spectacle en ligne. Super. Donc ça, c'est pour le spectacle du 30 septembre. Parfait. Donc, on va écouter un extrait aussi de ces deux artistes. Des corps sous la neige fondent à l'autre pôle. Nous serons cette plage. On cherche une promesse dans des lambeaux de peau, dans la prose d'un vieux visage. Et on se récrie 100 fois à en arracher ses mains. On veut tout partout à la fois, mais on ne sait plus trop à la fin. And maybe we don't care. Maybe we don't care. Oh baby, we don't care. Capture la mer qui nous crache au visage. Capture la mer qui nous crache au visage. Nous échouons sur nos plages, pour toi tout de moi devient copyleft. Le printemps est venu sur le tard sublimer les lieux de nos résistances. C'est pas souvent que t'as perdu ton temps, comme si avoir des broches te refroidit le sang aussi. Jouer aux Sims et commander en ligne pour que les gens nous voient comme ça en ville. Allez, j'ai attaché mes souliers. Allez, j'ai attaché mes souliers. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie.
inintéressant. Je veux juste voir le ciel brûler sous le soleil, poubelle dans les oreilles, comme de professionnels. Donc, Place aux jeunes, c'est quoi? Bien, Place aux jeunes, les filles vont vous le dire, mais ce que j'aimerais plus vous dire, moi, c'est au niveau des employeurs. Donc, Place aux jeunes, on sait, la clé pour quelqu'un, pour un jeune qui vient s'établir en région, c'est l'emploi. On a beau dire, il y a l'emploi et l'amour. Tu as deux affaires qui te font déménager dans la vraie vie. Là. On va se le dire, les gars, c'est les femmes qui nous font déménager, et les femmes aussi, et l'emploi. Si tu n'as pas d'emploi, c'est clair que c'est plus difficile un petit peu de t'en venir en région. Comme vous savez, vous n'allez pas tomber de vos chaises en disant qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre présentement. Donc, c'est bien beau d'avoir quelqu'un, d'aller trouver la clé, l'or en barre, mais il faut le garder, il faut le conserver. Donc, quelqu'un qu'on amène en région ici, bien, Place aux jeunes va être là aussi pour garder cette personne-là. Quand on parle de garder cette personne-là, c'est de faire vivre une vie alentour du travail qui est important, qui va permettre à ce jeune-là de se reconnaître, de s'ancrer en région, qui va se permettre aussi que quand il va aller à Montréal voir ses chums, voir sa famille, il va dire « Hey, c'est le fun de la Nodière, tu devrais t'emmener dans la Nodière, je tripe dans la Nodière, ça a changé ma vie, la Nodière, etc. » Donc, bien, Place aux jeunes, vous allez voir tantôt avec toutes les activités, c'est à ça que ça sert. Donc, je vous dirais, pour les employeurs, mon mot, ma clé, ça serait, bien, si vous avez une offre d'emploi, vous nous le dites, vous appelez la fille de votre MRC et vous dites « Hey, j'ai une offre d'emploi, est-ce que tu peux la mettre sur le site de Place aux jeunes? » Oui, vous nous envoyez ça. 2, si vous avez quelqu'un pour cette offre d'emploi-là qui vient d'une autre région, qui vient d'un autre MRC, dites-nous-les, on va accueillir cette personne-là, on va être en amont. On peut même faire partie, mettons, de la journée où il va faire son entrevue avec nous, on va le prendre en charge, on va lui montrer qu'il y a il y a des activités dans le coin, oui, il y a etc., des maisons, CPE, tout cet environnement-là, on est là pour ça et c'est gratis. Donc, c'est le mot. Deuxième chose aussi, ce qui est très important, au niveau des candidats, bien, encore là, c'est pareil, hein, je vous dirais, c'est la bouche à oreille. Si vous avez des gens que vous connaissez, des jeunes qui viennent s'établir en région, qui sont qualifiés, qui sont diplômés, bien, dites-nous-les et dites-leur, appelle Place aux jeunes, ils vont pouvoir t'aider. Et puis, on fait des affaires magnifiques et les filles vont vous présenter ça dans 2 petites secondes. Place aux jeunes, c'est un outil vraiment intéressant pour les jeunes, oui, qui sont à la recherche d'un emploi, des diplômés qualifiés, mais également pour nos entreprises. Donc, on le dit, on le répète, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Le marché de l'emploi a évolué énormément là, dans les dernières années, encore plus avec le contexte de la pandémie. Donc, il faut voir Place aux jeunes comme un outil d'attraction, mais de rétention également de main-d'œuvre qualifiée. Puis, je vais souligner là, également l'engagement, disons, là, de nos 4 collaboratrices qui ont été nommées au tout début. Là, je ne veux pas induire vos noms. Cathy, Laurence, évidemment, notre Laurence, Alec et Caroline qui est là depuis de longue date, puis également nos agents Contact La Nodière, donc Marie-Josiane, puis Marc-André, là, qui font vraiment une réelle différence auprès de nos entreprises. Alors, chapeau pour le lancement de cette programmation. Je t'ai pas volé la vedette, là? Non. Je tiens juste à dire que maintenant, je deviens avoir quelqu'un qui écrit ses textes, ça paraît, elle fait plus de blagues. Pardon, on déplace un tout petit peu de ce côté. On va mettre la plus belle au milieu. C'est gentil. Parfait. Merci. Ben, je ne suis pas supposé te parler, mais je l'ai dit, Bruno avait raison au niveau d'on vient s'installer à la région. Pourquoi? Ben, pour la femme. Et effectivement, moi, j'étais à la MRC des Moulins et puis je suis devenu un résident de la MRC de Joliette. Et pour l'emploi, ben, je voulais remercier Bruno, parce que c'est grâce à lui que j'ai un emploi. Il a quitté le CJJ de Matawini pour aller à Gaudré-Joliette. Fait que c'est vraiment grâce à Bruno. Fait que je voulais profiter de la tribune pour le remercier. C'est correct? Oui, ça fait bon. Merci d'avoir quitté. On va remercier Richard parce que quand Nicole est partie de Joliette, c'est là Bruno. Ouais, finalement, c'est Richard. Finalement, merci Richard. Il est ici. Merci Richard. Fini les plaisanteries, là. Un peu de sérieux.
C'est pas crédible quand je le dis. Donc, merci vraiment à tous d'être présents aujourd'hui. Ça nous fait vraiment chaud au cœur à nous, les agents qui avons travaillé, bien, tout comme vous, là, dans les derniers mois, même dernière année et demie, en télétravail, devant notre ordi. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir réseauter en bas, vraiment de prendre le temps de vous voir. Pour certaines personnes, d'apprendre à vous rencontrer pour la première fois au travers, sans écran. Donc, ça, vraiment, merci à tous d'être présents. La Nodière savoure la liberté. C'est la thématique qu'on a décidé de mettre de l'avant cette année. Vous comprendrez qu'avec les derniers mois qu'on a passés, la situation exceptionnelle qu'on a vécue, c'est un peu naturel pour nous d'amener cette thématique-là pour notre lancement de la Nodière. Plusieurs candidats ont communiqué avec nous dans les derniers mois parce qu'ils cherchaient un peu cette terre de liberté-là. Ils avaient l'impression de la trouver dans la Nodière, ce qui n'était pas faux. On est vraiment fiers de tout ce qu'on a pu accomplir avec eux et de leur présenter notre région aussi belle et accueillante soit-elle. C'est à nous, les agents de Place aux Jeunes, comme à vous, partenaires, collaborateurs, élus, ou n'importe quel citoyen qui a à cœur le développement de sa région, de rester actif et présent sur le territoire pour vraiment offrir les services et accueillir ces nouveaux candidats, ces nouveaux citoyens-là. On parle beaucoup d'emploi. On est fiers de les accueillir, on a des belles offres d'emploi, mais notre travail à Place aux Jeunes, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas juste des travailleurs et des citoyens, mais qu'ils soient vraiment intégrés convenablement dans la région. Elle est là la force de Place aux Jeunes et c'est ce qu'on veut vraiment vous faire comprendre, puis qu'on veut travailler avec vous, c'est réellement pour faire une différence, autant dans notre région que pour ces candidats-là. Concrètement, on offre du soutien individuel à distance. Donc, peu importe un candidat qui va être au Québec ou même à l'international avec un permis de travail, nous, on peut réellement aller les accompagner pour qu'ils s'imaginent leur vie ici. On leur envoie des liens, des informations sur les logements, les attraits, les services qui sont disponibles selon leurs besoins et leurs intérêts. Il n'y a pas un candidat qui est pareil et notre soutien est vraiment individualisé, personnalisé aux besoins et intérêts de chacun. On organise aussi des séjours exploratoires de groupe ou individuels. Donc là, c'est vraiment le meilleur moyen pour eux de s'imaginer vivre dans la Nodière. Donc, vous avez peut-être déjà participé ou vous allez peut-être même participer dans les prochains mois. On parle quand même que les participants découvrent sur place les attraits, les services. On les amène regarder un peu leur quartier. Vraiment, on veut qu'ils repartent du week-end ou de leur journée et qu'ils se disent « Moi, je veux vivre dans la Nodière, je veux vivre dans le Nord, je veux m'y impliquer, je veux y travailler, je veux devenir un citoyen actif. » C'est un peu notre rôle à nous aussi de le faire. Et évidemment, on organise aussi un souper tournant annuellement. On le souhaite de pouvoir le faire. Sincèrement, ça fait 2 ans qu'on souhaitait le faire. Ça va vraiment être selon la situation exceptionnelle que l'on vit. Mais en mars prochain, vous serez certainement invités à participer à notre souper tournant pour réseauter avec nos candidats qu'on aura suivis au courant de l'année. Et je terminerai pour vous dire que pour bénéficier des services de Place aux Jeunes, on le rappelle, c'est toujours important, les candidats doivent être âgés de 18-35 ans, être diplômés ou en voie de l'être et résider depuis moins d'1 an sur le territoire du nord de la Nodière ou vraiment de venir dans une autre région et avoir l'intérêt de venir s'établir ici. Puis je terminerai en fait avec nos statistiques de la dernière année qui, on se rappelle, a été une année assez particulière, mais on n'a pas chômé, c'est vraiment loin de là. On est très, très fiers. Place aux Jeunes de la Nodière, donc dans les 4 MRC, on parle de Matawini, Montcalm, Joliette et Dautré. Les agents ont soutenu 242 personnes de façon individuelle à distance. Donc, c'est 242 candidats qu'on leur a vanté à quel point que c'était bon vivre dans la Nodière. 35 personnes qui ont participé à des séjours exploratoires dans la Nodière, dont 14 en agro avec l'artère. Donc, merci Isabelle d'avoir collaboré avec nous pour ce bel événement. Et on est très fiers de pouvoir mentionner qu'il y a 49 personnes qui se sont établies dans le nord de la Nodière grâce à nos services de Place aux Jeunes. Donc, merci les agents et merci à vous. Donc, je laisserai la parole à ma collègue Annick de Joliette qui poursuivra un petit peu cette présentation de Place aux Jeunes. Bonjour. Alors, moi, je suis là pour vous parler des activités qui s'en viennent. Alors, on a la reprise des séjours réguliers à l'automne, à l'hiver, qui vont reprendre tranquillement. Donc, les séjours de groupe, qu'ils soient thématiques ou pas. Au niveau des séjours thématiques, on a le 2 et 3 octobre une virée agro. Donc, c'est un séjour qui est organisé en partenariat avec l'Artère, donc avec notre belle et gentille Isabelle Hardy, qu'on aime beaucoup, qui est agente régionale de développement agricole. Donc, ça va être notre 2e virée agro là, organisée avec elle. Donc, mais cette fois-ci, on va pouvoir la vivre en présence. Donc, on a bien hâte.
Cette virée agro-là va permettre en fait des rencontres d'agriculteurs, de producteurs passionnés aussi, qui vont démontrer le dynamisme du nord de la Naudière au niveau agroalimentaire, à une clientèle qui vise à s'établir ici. Donc, on va tenir aussi par la suite 4 ateliers virtuels qui feront découvrir aux participants les possibilités d'établissement agricole. Et leur permettre de connaître l'ensemble des attraits et services des municipalités et l'accompagnement au niveau du financement dans leurs projets. Donc, il y a toute une panoplie d'intervenants qui vont être présents lors de ces rencontres-là. Le 22 octobre prochain, on organise un séjour santé, donc en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière et Contact Joliette. Ce séjour-là, c'est une journée exploratoire qui est offerte aux externes en médecine de différentes universités, afin qu'ils choisissent le groupe de médecine familiale universitaire de Saint-Charles-Borromée comme lieu de résidence, dont la durée est environ 2 ans. Comme on sait qu'il y a environ 80% des externes en médecine qui demeurent dans la région où ils ont effectué leur résidence pour exercer leur pratique, le fait de pouvoir leur offrir cette journée-là et de leur proposer ces activités-là vise à les séduire, c'est sûr, afin qu'ils envisagent leur avenir dans le nord de la Naudière. Alors, ça va être une journée bien remplie. On va pouvoir leur faire une belle tournée de la région et cette visite-là va se terminer par la visite, je me répète, du groupe de médecine familiale de Saint-Charles-Borromée et du centre hospitalier de la Naudière. Il y a aussi des séjours individuels qui vont être offerts à la demande, donc ça c'est toujours présent. On va profiter, en fait, comme Bruno le disait un petit peu plus tôt, du fait qu'un candidat vienne passer une entrevue ici pour lui faire une visite de la région, voir les possibilités, tout ça, un peu comme on a évoqué un petit peu plus tôt. On a le souper tournant. Laurence en a parlé. C'est un succès monstre à chaque année. Il y a même des partenaires qui nous ont demandé si ça revenait encore cette année. Donc, c'est grâce à vous, c'est un succès retentissant. Donc, c'est un repas réseautage qui est organisé par Place aux Jeunes à Naudière depuis 2004. Et c'est une activité qui permet aux participants de créer des contacts dans la région, tant pour l'emploi que pour tout le reste qui est recherche de logement et tout, d'échanger avec des gens dynamiques, donc vous, du milieu, dans un cadre tout à fait convivial. Et c'est un souper qui est aussi ouvert aux nouveaux résidents pour les aider à développer leur nouvelle communauté. Et quand les candidats s'établissent, on les invite à faire partie du groupe Fiers la Naudois. Vous avez décidé de faire une série de conférences au CABA cette année. Donc, on va voyager par les musées et par l'art au lieu de voyager par les pays. Alors, ce qui est prévu, c'est de donner une série de 10 conférences qui vont s'échelonner de septembre à juin. Donc, une par mois environ. Et à chaque conférence, je vais traiter de 8 artistes. Okay. Pour donner une plus grande variété, une plus grande ouverture possible, j'ai choisi des artistes de différentes nationalités. Il va toujours y avoir un Anglais, un Français, un Italien, un Espagnol, un Américain, un Québécois, et aussi un de d'autres nationalités à travers le monde. Et des 10 conférences, il va en avoir 8 qui vont porter sur la peinture et 2 qui vont porter sur la sculpture. Et c'est ça, et à chaque représentation, je vais projeter, en plus de parler de l'œuvre, de la vie de l'artiste, je vais projeter au moins 15 diapositives de chaque artiste, des œuvres de chaque artiste. Okay. Fait qu'au bout de l'année, ça va donner un total d'à peu près 80 artistes que les gens vont connaître et ça va former une bonne base pour aller plus loin si les gens le disent. Est-ce que vous donner un diplôme à la fin? Je ne sais pas dire, avez-vous la possibilité d'offrir un diplôme? À chaque conférence, à la fin de chaque conférence, il va y avoir un quiz. Ah! Je vais poser 3 questions aux gens qui vont assister à la conférence. Et à la conférence suivante, je vais piger un gagnant et on va donner une œuvre d'art d'un artiste local ou un album d'œuvres d'art. Donc, les conférences vont être disponibles en réel, donc en vrai, donc les gens vont pouvoir assister, mais ils vont être aussi rediffusés sur Internet et
sur CTRB. Donc, les gens, même s'ils ne sont pas présents physiquement dans la salle pendant la conférence, ils ont quand même 1 mois pour compléter le quiz et nous le retourner pour pouvoir être éligibles au tirage. Donc, pour pouvoir vraiment offrir au plus grand nombre de personnes possible la chance de pouvoir gagner de ce côté-là. Donc, le deuxième volet, c'est un volet de... donc, on voit les œuvres virtuellement, mais c'est d'aller se rendre sur place dans des musées pour aller visiter et découvrir les œuvres en vrai. Donc, ce côté-là, on est en train de le travailler actuellement. Les normes de mesures sanitaires nous ont contraints de retarder un peu le lancement. Là, présentement, ça se délousse un peu parce qu'avec l'utilisation du passeport vaccinal, donc ça nous donne un peu plus de latitude. D'ailleurs, les gens qui vont être présentement en présence physique pour assister aux conférences vont devoir présenter le passeport vaccinal pour pouvoir assister. Et pour s'inscrire, les places sont limitées aussi pour respecter les normes sanitaires. Mais après ça, pour les visites de musées aussi, ça va prendre le passeport vaccinal pour embarquer avec nous dans les autobus. Donc là, présentement, on a quelques activités qui s'en viennent pour l'automne. Là, M. Boudreau va les apprendre en même temps que vous à la télévision parce que ça s'est canné dans les dernières heures. Donc, le 1er octobre, donc, il y a la Table des aînés de la Nodière qui organise une activité pour les aînés au Parc Antonio Barrette à Joliette. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autriche s'est décidé, on va offrir le transport en autobus à ceux qui veulent y assister. Et sur place, il va y avoir une activité qui va être organisée par le Musée d'art de Joliette. Donc, et c'est une activité de création collective, de médiation collective. Donc, ça vient se joindre un peu à cette idée-là de s'amuser au musée, puis de toucher à l'art et de le vivre en vrai. Donc, ensuite, au mois d'octobre, on va avoir, la date reste à déterminer, mais ce sera comme les conférences, un jeudi après-midi. Donc, on s'en va au Musée d'art de Joliette pour avoir une visite guidée avec un atelier de création aussi sur place. Et au mois de novembre, on devrait aller à l'espace à Repentigny, la galerie d'art. Diane Dufresne. J'avais Denise Pelletier, mais c'était pas la bonne affaire. Donc, à l'espace Diane Dufresne, où est-ce qu'il va y avoir une activité, une exposition avec Armand Vaillancourt. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, on devrait aller là au mois de novembre. C'est des transports par autobus. À partir de Berthierville, on peut prendre les gens sur le chemin et on va faire vraiment la sortie au tarif réduit. Donc, c'est vraiment pour relancer les activités. Les gens sont ennuyés de bouger, de sortir. Il faut recommencer à vivre. Exactement. On va voir aujourd'hui d'abord, comme j'ai dit, on va parler de 8 artistes et 2 rubriques. Le premier artiste qu'on va voir, c'est James Tissot. C'est un artiste qui représente la Grande-Bretagne. Puis on va se déplacer du côté de l'Espagne, où on va voir l'œuvre de Joaquin Sorolla. Puis on va aux États-Unis, M. John Singer Sargent. On va suivre la rubrique Infotechno du jour, où je vous expliquer le phénomène de la fresque. Puis on va continuer avec les artistes. Miyuki Tanobe représente le Québec, imaginez. C'est une artiste contemporaine. Puis on va s'attaquer à un gros morceau de Raphaël, le pilier du peintre de la Renaissance italienne. Puis la deuxième rubrique, le mouvement du jour, je vais vous donner les caractéristiques de l'impressionnisme. Et on va terminer avec Auguste Renoir, justement, un peintre français impressionniste. Puis on va se déplacer vers le nord de l'Europe, on va aller voir Pierre-Paul Rubens, qui est un peintre flamand baroque. Et on va compléter avec un peintre sud-américain, M. Fernando Botero, un peintre originaire de la Colombie, qui est un peintre évidemment contemporain, qui est encore en vie d'ailleurs. Et on va compléter la conférence par le quiz du mois de septembre. Alors, on enchaîne avec M. James Tissot. On voit ici l'autoportrait. Même s'il représente la Grande-Bretagne, M. Tissot est français d'origine, comme son nom l'indique. Il est né en 1836 à Nantes. Et il a eu
un père qui était drapier, donc qui vendait des soieries, des rubans, des bonnets. De sorte que Tissot, étant jeune, a frayé avec tous ces articles-là. Il a pu les reproduire plus facilement quand il est venu le temps de faire des tableaux. Alors, il s'est spécialisé, M. Tissot, dans les portraits. Mais pas n'importe quel portrait, principalement des portraits de femmes de la très haute société, soit française et plus tard britannique, comme vous allez voir. Alors, voici, et il a fait ce tableau de la japonaise au bain. Il faut absolument que je vous explique ce qu'était le japonisme à la fin du 19e siècle. C'était une mode, je vais vous en parler parce que ça affecte non seulement Tissot, mais plusieurs autres artistes français. C'est une mode qui a couru, comme j'ai dit tantôt, à la fin du 19e siècle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aller jusqu'en 1852, le Japon était une société absolument close et fermée, qui ne faisait commerce avec personne d'autre, qui exportait rien, qui n'importait rien. Et ça ne faisait pas l'affaire du président américain, qui aurait bien aimé vendre les produits des États-Unis sur le marché japonais. Alors, ce que le président américain a fait, c'est qu'il a monté une escadre de bateaux de guerre, avec à sa tête le commodore Perry, celui qui a découvert l'Antarctique, et ils ont pris la direction du Japon. Ils sont rentrés dans la baie de Tokyo, et là, les shoguns qui étaient au pouvoir à Tokyo n'ont pas eu d'autre choix que de se plier à la demande, aux exigences américaines. Et à partir de 1852, le Japon s'est ouvert au monde entier. Et là, le Japon a commencé à importer des produits de l'étranger et surtout en exporter. Ils ont exporté, entre autres, en Europe, des céramiques et des estampes, dont les Français, surtout les artistes, se sont montrés très friands. Et c'est ainsi qu'il y a eu la mode du japonisme qui a duré de 1860 à 1890. Et Tissot a fait partie de cette mode-là, alors il a représenté une japonaise dans son kimono le plus joli. En 1870, il quitte Paris et s'en va travailler en Angleterre. Et là, il continue à faire des tableaux pour la haute société. Et il a fait celui-ci, ce tableau, qui représente une jeune femme dans une scène automnale. D'ailleurs, le tableau s'intitule Octobre, et on peut le retrouver au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il a fait également le portrait de cette richissime famille britannique. Il s'est trouvé un travail régulier auprès de la revue britannique Vanity Fair, comme caricaturiste. Il a fait ce portrait de Charles Darwin, le fameux anthropologue britannique. Puis, il s'est lancé dans des grands tableaux. Ce tableau s'intitule HMS Calcutta. C'est une scène qui se passe sur le pont d'un bateau, où on voit un officier de marine qui fait la jasette, pour ne pas dire la cour, à ses deux très jolies demoiselles dans le plus beau bateau. Il a fait également le portrait de cette fort jolie dame qui s'appelle Kathleen Newton, qui éventuellement est devenue la compagne de M. Tissot. Ce tableau qui s'intitule Sur le bord de la mer reprend à peu près le même thème que HMS Calcutta, où on voit un officier de marine, en l'occurrence Highlander écossais, qui fait la causette avec ses deux jolies demoiselles avec des ombrelles. Il a fait ce très joli portrait d'une scène dans une embarcation et il l'a appelé La Rêveuse. Ce magnifique tableau qui se situe dans une serre où on voit une préposée qui s'occupe de cueillir des fleurs s'appelle simplement Chrysanthème. Ces deux derniers tableaux ont achevé d'établir la très bonne réputation de Tissot en Grande-Bretagne. Malheureusement, en 1882, sa compagne Kathleen Newton est décédée. Et M. Tissot est absolument inconsolable. Alors, il a décidé de retourner vivre à Paris
Et il a continué là où il avait laissé, c'est-à-dire en faisant des portraits de la haute société et des réunions mondaines. On voit ici cette très jolie dame dans des atours absolument affriolants qui attirent le regard de tout le monde. Il a appelé l'ambitieuse. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans d'Autré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous!